bonjour. On va essayer de continuer là où on s'est arrêté la dernière fois, donc à la section notion de probabilité. Donc dans nombreuses expériences, il est impossible de connaître ou bien accéder avec une précision infinie aux résultats de mesure. Donc les causes, on peut citer le manque d'informations sur les conditions initiales, donc comme l'exemple d'un dé ou bien le cas qu'on a vu la dernière fois dans la section 1. Le manque d'informations sur l'interaction du système avec l'extérieur, donc un système ne peut être parfaitement isolé. Donc, si je prends un gaz, donc par exemple, un simple vol de moustique perturbera le système à travers ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles ou bien la force gravitationnelle. Je peux citer aussi le principe d'incertitude de Heisenberg qui traduit l'impossibilité intrinsèque d'obtenir une précision infinie sur l'état, position, vitesse d'une particule. Donc, comme vous avez vu dans le cours de la mécanique quantique, du coup, donc on a besoin de notion de probabilité ou bien du formalisme probabiliste pour étudier donc ce genre de phénomène physique. Donc on considère une expérience dont le résultat n'est pas connu par manque d'information et qu'on peut répéter à l'identique n fois. Supposons que les résultats possibles fassent partie d'un ensemble d'événements que je note E, c'est E1 jusqu'à EP. Si l'événement EI se traduit NI fois après avoir réalisé l'expérience N fois, donc on dit que l'événement EI se produit avec une fréquence NI sur N. Donc ce rapport, donc le NI sur N, donc s'appelle la fréquence. Et quand le nombre N est très grand, la fréquence tend vers la notion de probabilité. Donc la probabilité d'un événement, ce n'est autre que la limite quand n tend vers l'infini de sa fréquence. Donc puisque le EI il est compris entre 0 et 1, donc la probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1. Donc la probabilité, donc c'est toujours entre 0 et 1. Et puisque la somme des NI, ça vaut n, du coup, on en déduit la propriété dite de normalisation, c'est que la somme des probabilités, ça vaut 1. Donc, on dit qu'un événement, il est impossible si sa probabilité, elle est nulle, et elle est certaine si sa probabilité vaut 1. Donc, ici, je résume quelques lois de composition de probabilité. Donc, la probabilité de deux événements est, donc E1 et E2, ce n'est autre que le produit. Donc, pour E1 ou bien E2, donc c'est la somme moins le E1 moins E2. Donc ici, ça revient à dire en termes ou bien en formalisme des ensembles. Donc le A, ce n'est autre que l'union de E1, l'union E2. Donc ici, ce n'est autre que c'est l'intersection de l'ensemble E1, E2. Donc il y a aussi la probabilité conditionnelle. Donc deux événements sont incompatibles ou bien indépendants, c'est leur probabilité. Donc la probabilité E1 et E2, ça vaut 0. Donc je vais donner en quelque sorte un exemple. Donc quelle est la probabilité P d'obtenir un total de 5 en lançant 2 dés indépendants? Donc pour les faces de dés, donc on sait que les faces d'un dé, ils sont numérotés de 1 jusqu'à 6. Donc en lançant 2 dés, donc je vais avoir deux résultats. Donc soit je note I, J, donc de 1 jusqu'à 6. Donc la probabilité pour une face, donc c'est 1 sur 6. Du coup, la probabilité de deux faces, donc c'est la face du premier dé et la face du deuxième dé, donc ça va être un produit, donc ça va faire 6 fois 1 sur 6, donc ça va faire 36. Donc maintenant, pour avoir 5, donc les combinaisons possibles pour avoir le 5, c'est soit 4 plus 1, donc, et 2 plus 3. Donc, puisque c'est commutatif, donc je peux choisir la combinaison aussi 1 plus 4, donc et 3 plus 2. Du coup, pour réaliser le chiffre 5, je prends
la combinaison 1, 4, 4, 1, 2, 3 et 3, 2. Donc, et puisque j'ai ou, donc puisque 5 ça vaut 5 plus 1, ou bien 1 plus 4, ou bien 2 plus 3, ou bien 3 plus 4. Donc, en termes probabilistes, ça va faire la somme. Donc, ça va faire 4 fois 1 sur 36, ça fait 1 sur 9. Donc, un deuxième exemple. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir 3 cartes de chiffre 1, ce qu'on appelle un as, dans un jeu de 34? Normalement, dans un jeu de 34, il existe 4 as. Donc, la probabilité de tirer, en quelque sorte, un as à partir de 32 cartes, ça va être, c'est 4 divisé par 32. Donc, puisque j'ai tiré un as, donc pour tirer un deuxième, donc ça va être, donc il va me rester 3 as sur 31 cartes. Et après, je tire une troisième fois, ça va faire, je vais tirer à partir de 2 as, donc et 34. Donc pour obtenir 3 cartes du chiffre 1, ou bien 3 as, donc ça revient à dire que c'est le premier événement, donc le deuxième événement et le troisième événement. Donc en termes probabilistes, ça va être un produit. Donc le P, la probabilité d'avoir ça, c'est P1 fois P2 fois P3, donc ça donne 1 sur 1240. Donc je définis aussi la probabilité de l'événement complémentaire, donc c'est 1 moins P. Donc ici, on va parler un peu de la notion de variable aléatoire. Donc pour mieux cadrer les expressions, on donne souvent un nom, par exemple x au résultat du tirage. On appelle x variable aléatoire qui est associée à un tirage, à un événement destin. Donc, pour chaque variable aléatoire, on définit la loi de probabilité P de x. Donc une note P de x est égal P de x est égal à x. Donc l'ensemble xp de x constitue la loi de probabilité, se représente par un histogramme. Donc l'histogramme, c'est le genre de graphe. Donc il y a par exemple des barres, donc ça ressemble à ça. Donc si je prends le cas d'un dé, donc le cas d'un dé, donc les résultats possibles, ce sont les faces. Donc c'est 1 à partir de 1 jusqu'à 6. Donc la variable aléatoire, ça varie entre 1, 2, 3, etc. jusqu'à 6. Donc la probabilité d'avoir une face, c'est 1 sur 6. Donc je peux noter P de x est égal à 1, est égal à 1 sur 6. Donc du coup pour 2, 3, et etc. Donc en physique, on a rarement accès à la loi de probabilité, mais à des grandeurs qui sont liées à deux propriétés importantes, c'est la moyenne. C'est la moyenne et l'écart type. Donc, la moyenne, ou ce qu'on appelle espérance d'une variable aléatoire x, est donnée par, donc je note x bar ou bien x, c'est la somme des probabilités fois les résultats xi. Donc, de la même manière, pour une fonction de variable aléatoire, quand j'introduis ici la fonction, donc je fasse la moyenne, il suffit de l'introduire aussi ici. Donc, on quantifie la dispersion des tirages de x autour de la moyenne par ce qu'on appelle l'écart type. Donc, c'est combien, en quelque sorte, ça traduit combien on est éloigné de la moyenne. Donc, l'écart type est la racine carrée de la variance. Donc, la variance, elle est donnée par la variable aléatoire moins sa moyenne au carré et tout en moyenne. Donc, je peux facilement passer d'ici à ici, donc par un simple développement. Donc, si je prends, par exemple, x moins x bar, donc je développe ça, donc au carré, ça va faire x au carré, donc moins 2x moyen moins la moyenne au carré. Donc quand je passe à la moyenne, c'est la moyenne de tout ça. Donc et la somme des moyens, c'est la moyenne de la somme. Donc je vais avoir x au moyen carré, donc moins 2x bar, donc plus x
au carré, donc par de la barre. Et puisque la moyenne de la moyenne, c'est la moyenne c'est un chiffre. Donc, quand je passe à la moyenne, ça va donner la même valeur. Donc, ceci, je peux l'écrire comme étant x au carré moins 2x en moyenne au carré moins x au moyen au carré. Donc, ceci, ça revient à dire que je vais avoir x moins x moyen au carré. Donc, quel écart type? Si c'est la racine de la variance. Donc ici, j'ai écrit un ensemble de textes pour expliquer pourquoi le rôle de la variance et l'écart type. Donc la variance permet de combiner toutes les valeurs à l'intérieur d'un ensemble de données, donc afin d'obtenir la mesure de dispersion. L'écart type est la mesure de la dispersion la plus couramment utilisée en statistique lorsqu'on emploie la moyenne pour calculer une tendance centrale. Donc, je vais illustrer ça tout simplement sur la figure suivante. Donc, je vais prendre un ensemble de données. Donc, ça va être ces données-là. Donc, 5,21, donc un chiffre arbitraire, 6, 5,66, 6,5, donc 5,61 et 6,22. Donc, je vais les dessiner en quelque sorte, ces différents points en bleu. Donc, la ligne en rouge, c'est la moyenne. Et je calcule donc la moyenne, donc le premier chiffre, ça c'est la moyenne. Donc le deuxième chiffre, c'est la variance. Et le troisième chiffre, c'est l'écart type. Et je fais varier le A. Donc quand le A, par exemple, ça vaut 6,4. Donc quand 6,4, je regarde que la moyenne, il est proche de 6. Et l'écart type, il est très petit. Donc il est de l'ordre de 0,47. Donc dès que je m'éloigne, donc je prends un A, par exemple 0,2, quand A est égal à 0,2, je regarde que l'écart type change et devient très grand. Donc de même pour la variance, donc pour 10,4, donc quand je prends 10,4, donc de même l'écart type ou bien la variance, il change et devient très important. Donc tout ça, c'est juste pour illustrer que l'écart type et la variance, ça traduit en quelque sorte de combien je suis éloigné de la valeur moyenne. Donc c'est la mesure de la dispersion en quelque sorte. Donc, comment mes mesures ils sont dispersées. Donc il y a aussi une note sur les valeurs aberrantes. Donc ça peut être utilisé pour déterminer une valeur s'il y a des valeurs aberrantes dans mes mesures. Donc par exemple quand il y a un point qui sort du lot de la tendance centrale, donc c'est à l'aide de l'écart type, je peux mesurer ou bien déterminer cette propriété. Donc ici, on va parler un peu de la covariance. Donc la covariance, ça quantifie ou bien ça traduit la liaison entre deux variables x et y, donc de manière à mettre en évidence le sens de la liaison et son intensité. Donc je définis la covariance par étant le produit de la variable moins un moyen, donc de même pour l'autre. Donc je dis que quand je trouve une covariance supérieure à 0, que la relation entre x est plus grande que son espérance, alors que y donc, à l'être également. Donc c'est aussi, il a une tendance à être plus grand que son espérance. Quand la covariance ça vaut 0, donc les deux variables aléatoires elles sont indépendantes, et pour une covariance inférieure à 0, donc la relation quand elle est négative, donc x est plus grand que son espérance, alors que y, donc c'est plus petit, c'est l'inverse. Okay. La covariance d'une variable aléatoire avec lui-même, ce n'est autre que la variance qui est un chiffre positif. Donc maintenant, on va voir quelques distributions discrètes. Donc on va commencer par la loi dite binomiale. Donc la loi binomiale est l'une des distributions de probabilité les plus utilisées, les plus fréquemment rencontrées en statistique appliquée. Donc la variable
binomial, donc je note Sn, présente le nombre de succès obtenus lors de la répétition de n épreuves identiques et indépendantes. Donc chaque épreuve ne peut donner que 2 résultats possibles. Donc pour le résultat, donc c'est toujours quand j'ai 2 résultats possibles. Donc la probabilité que Sn est égal à A, c'est-à-dire que je vais obtenir K succès au cours de n événements indépendants, est donnée par la formule suivante. P de SNK, c'est la combinaison K, N, donc la probabilité d'avoir l'événement, donc à la puissance K, fois la probabilité de l'autre événement, donc Q, N moins K, donc avec les probabilités P plus Q est égale à 1. Donc l'espérance, ou bien la valeur moyenne de cette distribution, elle est donnée par le produit NP, et la variance, c'est NP fois Q. Donc vous aurez l'occasion de voir ça en détail, donc les démonstrations ont été. Donc, je donne un exemple pour illustrer ça. Donc je considère une classe qui compte 30 étudiants, donc dont 20 filles. Donc, je vais avoir, donc, c'est 30 étudiants, donc je vais avoir 20 filles. Donc l'autre événement, ou bien l'événement complémentaire, ça revient à dire que je vais avoir 10 garçons. À chaque cours de mathématiques, donc le professeur interroge au hasard un étudiant de la classe, sans se rappeler quel étudiant il a déjà interrogé. Donc on considère un entier positif au nul, donc le n, et on note x, la variable aléatoire qui correspond au nombre de filles, donc au nombre de filles interrogées au cours de n jours consécutifs. Donc, quelle est la loi de x? Donc, ça va être une loi binomiale, donc, puisque j'ai 2 événements, donc soit je vais interroger une fille ou bien un garçon, donc 2 événements complémentaires, donc ça revient à dire que c'est une loi binomiale. Donc, que je peux écrire, donc P de x est égal à K, comme ça, donc ça va être C K de n. Donc la probabilité d'interroger une fille, ça va faire, donc en quelque sorte, c'est 20 sur 30. Ça fait 2 sur 3. Donc, je vais avoir 2 sur 3 à la puissance K. Et l'autre probabilité, donc on vient de l'autre événement, l'autre résultat, c'est le complément. Donc ça va faire le 1 tiers, ou bien c'est 10 divisé par 30. Donc ça va faire le 1 tiers, donc n moins K. Donc c'est une loi binomiale de paramètres 2 sur 3 et n. Donc quelle est la probabilité pour que sur 10 jours consécutifs soient interrogées 4 filles exactement et au moins 4 filles? Donc je note ici la réponse. Donc pour avoir 4 filles, donc ça revient à dire que x est égal à 4, ça va être, c'est la combinaison d'avoir 4 filles, donc dans un ensemble de 10 jours, donc sur 4 jours, donc c'est C4, 10, donc 2 sur 3 à la puissance 4 et 10 moins 4. Après simplification, je trouve c'est 0,057. Donc la probabilité d'avoir donc au moins 4 filles. Donc d'avoir au moins 4 filles, ça revient à dire que je vais avoir 20 filles, 19 filles, 18 filles, etc. jusqu'à arriver à 4. Donc c'est long pour les calculs. Je vais passer par l'événement complémentaire et ça va être, c'est au plus 3 filles. Donc je passe par la négation, donc puisque j'ai ici x supérieur ou égal à 4, donc quand je vais faire la négation, ça va faire x inférieur strictement à 4, ça revient à dire que x il est inférieur ou égal à 3, puisque les x ce sont des entiers. Donc pour avoir ici la probabilité d'avoir 3, c'est la probabilité inférieure ou égale à 3, donc c'est la probabilité de 3 et la probabilité de 2 et la probabilité de 1. Donc je vais faire la somme, donc moins le 1 d'un complément, donc je trouve la valeur de 0,98.
Donc pour la troisième question, donc, quel doit être le nombre minimal au cours consécutif pour que la probabilité qu'aucune phi ne soit interrogée soit inférieure à 0,001, donc c'est 10-3. Donc quand je dis aucune phi, ça revient à dire que x, ça vaut 0. Donc je calcule la probabilité d'avoir x est égal à 0. Donc c'est la combinaison C de 0 n, donc 2 à la puissance 3, 2 sur 3 à la puissance 0 et 1 sur 3 à la puissance n moins 0. Donc ça fait 1. Donc de même aussi ça fait 1. Donc je vais avoir, donc c'est 1 sur 3 à la puissance n. Donc il est inférieur à 10 moins 3. Ça revient à dire que n c'est supérieur ou égal à 7. Donc il faut donc interroger pendant au moins 5 jours consécutifs pour que la probabilité de n'avoir aucune phi soit inférieure à 10-3. Donc ici, on va voir la loi des grands nombres, ce qu'on appelle le théorème de la limite centrale. Donc je ne vais pas attarder là-dessus, donc je vais donner juste une illustration. Donc, elle s'appelle aussi le théorème de la limite centrale. Donc, ce théorème joue un rôle très important, mais il est quelquefois appliqué en dehors de leur domaine de validité. Donc, l'essentiel, c'est que je vais considérer un ensemble de variables aléatoires, donc x1, x2 et xn, indépendants, donc ayant le même moyen et la même variance. Donc, je considère la moyenne arithmétique donnée par ça. Donc après simplification, je trouve en quelque sorte que la variance a une variation de 1 sur n carré n sigma, donc il est donné par la formule 44. Donc c'est une variation en quelque sorte en 1 sur racine de n, donc pour l'écart type. Donc, et le résultat, donc qu'est-ce que je vais trouver? Donc quand je calcule pour la valeur moyenne des variables aléatoires, leur probabilité ou bien leur distribution de probabilité, ça tend vers ce qu'on appelle une gaussienne ou bien une loi normale, donc en forme d'exponentielle donnée par la formule 47. Donc ici, j'ai donné quelques étapes de démonstration de ce théorème. Donc à la fin, donc une illustration pour dire que quand je prends des variables aléatoires, quelle que soit leur distribution de probabilité, donc ça, par exemple en escalier, une distribution aléatoire, donc, et quand je fais leur moyen, donc leur moyen en quelque sorte vont suivre une loi gaussienne, ou bien une loi normale, c'est une loi qui est universelle. Donc pour continuer, donc on passe à ce qu'on appelle la probabilité continue. Donc maintenant, je vais considérer une variable aléatoire qui peut prendre des valeurs dans un ensemble continu. On parle alors de variable aléatoire continue. On introduit la probabilité donc T de P de X. Donc correspondant à la probabilité de X qui prennent les valeurs entre X et X plus dx. Donc je l'écris comme ça, donc avec P de X, ce qu'on appelle une densité de probabilité. Donc pour l'unité de la densité de probabilité, donc un simple calcul d'analyse dimensionnelle révèle que ça va être c'est x moins 1 en quelque sorte. Si je travaille, donc c'est x et des longueurs. Donc c'est en mètres, donc la p de x, ça va être le mètre moins 1. Donc c'était des temps, donc je travaille avec le temps, donc seconde, ça va être seconde moins 1. Donc puisque la dimension de la probabilité n'a pas de dimension en quelque sorte. C'est sans dimension puisque c'est un chiffre. Donc, je donne ici un exemple. Donc, considérons une variable aléatoire x qui ne prend des valeurs que dans l'intervalle 0,4 et soit la densité de probabilité p de x
est égal à 2x plus 0,5, sa densité de probabilité, où A est une constante. On se demande de calculer la probabilité pour que x prend une valeur comprise entre 1 et 2. Donc avant de faire le calcul, donc je dois déterminer en quelque sorte la constante A. Donc pour faire ça, une manière de faire ça, donc je passe par la propriété de normalisation. Ça veut dire que la probabilité entre 0 et 4 sur le domaine de définition, sur tout l'espace en quelque sorte, de P de x, d de x est égal à 1. Donc un simple calcul d'intégrale donc révèle que A il est de l'ordre de moins 1 huitième. Donc après, pour chercher la probabilité dans l'intervalle 1, 2, il suffit de calculer la probabilité, donc la densité de probabilité fois d de x entre 1 et 2. Donc je remplace donc le A par le moins 1,8, je retrouve vers la fin un 15 sur 6. Donc, pour qu'une fonction, donc var phi x, soit une densité de probabilité, il faut que l'intégrale sur tout le domaine de définition est égal à 1. Donc, en guise d'exemple, je donne les deux densités suivantes, donc var phi 1 et var phi 2. Donc, le premier cas, c'est 3x à la puissance 4 sur un intervalle de 1 plus l'infini. Donc, il suffit de calculer l'intégrale ici entre 0 et l'infini de x, et je dois trouver 1. Donc, puisque ici j'ai plus l'infini, c'est ce qu'on appelle une intégrale généralisée. Donc, vous avez eu l'occasion de voir ça dans le cours d'analyse 2, je suppose. Donc, le calcul de 1, donc je vais remplacer le bord par un nombre, donc je note x, et après je vais tendre le x vers l'infini. Donc, mon intégrale, ça va donner, c'est l'intégrale de 1x, donc 3 sur t à la puissance 4, dt, donc j'intègre, et après je remplace par x. Donc quand je fais tendre le x vers l'infini, donc le résultat, ça peut en faire 1, ça fait bien une densité de probabilité. Donc de même, pour le deuxième cas, donc il suffit de calculer l'intégrale généralisée, de faire tendre le x vers l'infini pour trouver 1. Donc c'est donc une densité de probabilité. Ici, je vais définir en quelque sorte la moyenne et la variance pour une variable continue. Donc je remplace en quelque sorte le sigma qu'on a vu. Donc tout à l'heure, on a vu que la moyenne de x, c'était la somme des p de xi, donc c'est la somme sur i. Donc maintenant, je passe de la sommation ou bien de la somme vers une intégrale, puisque la variable aléatoire elle est continue. Donc le x fois sa densité de probabilité d de x. Donc de même pour la variance, l'écart type c'est toujours la racine de la variance. À la fin, donc, je vais voir la distribution normale au gaussien. Donc, c'est juste un rappel, ou bien donc, de dire de quoi il s'agit. Donc, elle est découverte donc, par Gauss donc, et Laplace. Donc, on parle souvent de la distribution Gauss-Laplace, ou bien distribution de Laplace, ou bien la distribution de Gauss, ou bien la loi gaussienne, ou bien la loi normale. C'est toujours des appellations de la densité de probabilité de la forme suivante. Pi de x, il y a 1 sur sigma, donc racine de 2pi exponentielle x moins mu au carré sur 2 sigma. Donc, je constate que la fonction p de x, il est pair autour de l'axe de symétrie x moyen. Donc, vous avez vu que pour une fonction paire, donc c'était f moins x, ça revient à dire que c'est f de x. Donc, ça, c'est pair autour de 0. Donc, ici, c'est autour de la moyenne x moins mu, donc il suffit de passer par un changement de variable, donc de x moins mu ou bien x plus mu est égal à y. Donc, et le domaine de définition, c'est toujours de mu plus l'infini. Donc, si je la représente, ça ressemble à ça. Donc, une gaussienne, c'est ça. Donc, il a une forme d'une cloche. Donc, le sigma, c'est l'écart type. Donc, ici, ce qu'on appelle la largeur à mi-hauteur. Donc, c'est quand, pour x m, donc je vais avoir donc probabilité de x est égal à x
M, c'est P de X est égal XM sur 2. Donc c'est la largeur à mi hauteur. Donc avant de continuer, donc je vais vous montrer en quelque sorte donc, les paramètres de la gaussienne. Donc j'ajoute une page, donc j'insère donc la gaussienne c'est ça. Donc l'écart type, donc sigma, c'est l'écart type, et mu, c'est la moyenne. Donc il est centré sur sa moyenne. Donc quand je regarde la moyenne, donc la fonction se déplace en quelque sorte, elle est centrée donc sur la moyenne. Donc l'écart type, le sigma, c'est de combien la fonction elle est élargie. Donc plus sigma est grand, plus la fonction elle est élargie. Donc ça c'est juste pour illustrer donc les effets de l'écart type et de la moyenne sur la distribution gaussienne. Donc je continue. Donc c'est on calcule en quelque sorte l'espérance. Je vais trouver le mu. Donc pour la variance, c'est sigma carré, ou bien l'écart type, je vais trouver le sigma. Donc la démonstration de tout ça, en détail, vous le trouverez en exercice dans la série 1. Ici, donc, je vais montrer ce qu'on appelle les intervalles de confiance en quelque sorte. Je vais calculer en quelque sorte la probabilité pour que x prenne des valeurs situées à plus ou moins sigma de la valeur moyenne. C'est comme si j'ai ici donc la moyenne, donc la fonction gaussienne, donc centrée ici. Donc plus ou moins sigma, si je prends ça sigma, c'est comme si je vais calculer en quelque sorte cette surface-là. Donc, puisque l'intégrale, le calcul d'intégrale, ça revient à dire un calcul de surface, donc je vais calculer la probabilité pour que x soit entre mu moins sigma et mu plus sigma. Donc, et ça donne 68,27%. Donc, dans ce calcul, on a fait intervenir ce genre de fonction qu'on appelle une fonction d'erreur. Donc, maintenant, si je calcule pour 2 sigma, je vais trouver 95,37. Donc, et pour le 3 sigma, donc c'est 99,73%. Donc, finalement, donc, si je prends deux variables x1 et x2 aléatoires qui suivaient une loi normale, donc pour des paramètres que je note 1 et 2, donc alors la somme est une variable aléatoire aussi gaussienne, mais de paramètres, donc la somme des masses et la somme des écarts types. Donc, on vient de terminer dans le premier chapitre, donc je passe au chapitre 2. Donc dans le chapitre 2, c'est la description statistique et entropie microcanonique du système. Donc, j'ai mis ici une introduction historique et une description statistique d'un système isolé et fermé. Donc, j'ai mis les étapes, donc, ou bien l'histoire de la physique statistique avec les noms de quelques savants qui ont construit en quelque sorte cette science. Donc, il y a Brunel, il y a Maxwell, donc, il y a Boltzmann. Donc, je vais pas me tarder là-dessus. Donc, il suffit de dire que le physicien Boltzmann s'est suicidé à cause de cette science, de même pour son étudiant Ehrenfest. Donc, je vous laisse découvrir ça sur ce diapo. Donc, je passe. Donc, ici, j'ai mis quelques notes
sur l'utilité et le pourquoi de la physique statistique. Donc ça, on l'a montré en quelque sorte dans la première séance en détail, donc à travers des exemples. Donc dans la deuxième partie, donc c'était une description statistique d'un système isolé. Donc ici, je vais juste parler de ce qu'on appelle un micro-état et un macro-état. Donc un micro-état est une grandeur physique fournie par la mécanique quantique. Elle est décrite en quelque sorte par la mécanique quantique et qui sont définis à l'échelle microscopique. C'est l'état obtenu à l'aide de l'équation de Schrödinger, puisque l'équation de Schrödinger, c'est l'équation qui régit la mécanique quantique. Donc en quelque sorte, qu'est-ce que vous avez vu dans la mécanique quantique pour une fonction d'onde? Donc le psi de x, donc je peux le décrire avec des nombres ici, donc des nombres quantiques. Donc il y avait le nombre quantique principal, donc le nombre azimutal, donc celui de moment magnétique, et je peux ajouter le spin. Donc, ce qu'on appelle un degré de liberté de combien de paramètres je peux décrire la fonction d'onde en quelque sorte. Donc, il y a un ensemble d'autres nombres quantiques, donc on ne se limite pas à ça. Donc, il y a le nombre baryonique, le nombre de charges de couleur, etc. Donc, je peux définir ou bien décrire le système de temps, de degré de liberté aux deux paramètres que je veux. Donc, ça dépend en quelque sorte de comment je vois le système. Donc, si le système présente L degrés de liberté, donc la fonction d'onde, ça va être décrite par L degrés de liberté ou bien L nombre quantique. Donc ici, je donne un exemple. Donc, dans l'hypothèse où c'est n particules, donc un exemple de gaz constitué de n particules, donc si les n particules suivent la loi mécanique classique, donc un micro-état est défini par l'ensemble des positions et des impulsions donc de toutes les particules. Et pour l'ensemble des micro-états, donc je peux associer ce qu'on appelle un micro-état, donc qui consiste par exemple à la donnée ou bien à la connaissance de la pression, du volume et de la température. Ce sont des grandeurs macroscopiques. Donc de même pour une particule dans une boîte, donc c'est un simple exercice de mécanique quantique, vous pouvez montrer que l'énergie est donnée par la formule suivante. Donc je peux prendre donc le micro-état A, ça dépend des nombres, des degrés de liberté qui sont Nx, Ny et Nz. Donc ici, j'ai noté en quelque sorte ce qu'on appelle la dégénérescence. Donc en quelque sorte, si je prends par exemple les valeurs possibles pour Nx, Ny et Nz, donc les combinaisons de 2 et 0. Donc c'est 2, 0, 0, 0, 2, 0, etc. 0, 0, 2. Donc ils vont avoir la même énergie qui vaut 4 E 0. Donc plusieurs micro-états donc, qui correspondent à la même énergie. Donc on parle en quelque sorte de la dégénérescence. C'est quand on a un ensemble de vecteurs propres associés à la même valeur propre. Donc on notera qu'il existe en général plusieurs micro-états pour un même macro-état. Donc après, je vais passer au concept de l'espace de phase. Donc à partir de ça, donc on ne va pas suivre un cours de manière ordinaire, donc je ne vais plus avoir de grand 1, grand 2, etc. Donc on va passer par la notion de concept. Donc chaque fois, je vais donner un concept, on va l'expliquer et on va donner des exemples pour ça. Donc, je vais commencer par le concept de l'espace de phase. Donc je rappelle que le cours elle est disponible sur la plateforme de la faculté ou bien sur ma chaîne YouTube. Sinon, c'est à travers mon site personnel ou en scannant le code QR suivant. Donc, durant ce cours, donc on va voir l'oscillateur harmonique à une dimension, donc l'espace de phase d'un ensemble de n
particules classiques. Donc, on va voir la notion de région accessible, donc l'espace de phase d'un système quantique. Donc, distribution statistique d'un système classique et quantique. On va calculer les propriétés macroscopiques à travers le moyen. Donc, on va voir le système conservatif en équilibre. Donc, la dernière fois, durant la première séance, on a vu que pour étudier un système physique, un système en physique statistique, on doit choisir un ensemble représentatif. Et cet ensemble représentatif, ça se base sur un ensemble d'hypothèses qu'on émet au départ. Donc, de même, pour choisir un ensemble, donc ou bien pour décrire le système, il faut choisir des coordonnées bien adaptées pour ça. Donc, pour faire l'étude dans la physique statistique, on fait appel à la notion de l'espace de phase. Donc, pour illustrer ça, donc, je vais donner l'exemple de l'oscillateur harmonique à une dimension. Donc, ça, un exemple plus simple, donc ça correspond à une masse attachée à deux points fixes A et B par deux ressorts identiques. Donc, le mouvement il est sinusoïdal, donc en fonction du temps, sur l'axe AB, donc on vient sur l'axe OQ, donc dans notre cas. On repère ce mouvement par un point P, se déplaçant sur l'axe OQ. Donc, j'ai une masse M, donc ici, donc 0, donc le déplacement se fait suivant l'axe OQ, donc de manière oscillatoire. Donc, je note ça par le point P. Donc, pour décrire ce système, donc je vais avoir ici là, une masse M. L'abscisse sera donnée par A cosinus oméga t. Donc, ça, c'est un simple exercice de mécanique classique. Donc, quand je fais intervenir donc, les forces qui agissent sur le système, j'ai la pression. Donc, les forces de frottement, puisque c'est harmonique, je peux les négliger carrément. Donc, les deux forces de rappel, F1, F2. Donc, et ceci, ça donne M gamma, la loi de Newton. Donc, quand je fais la projection suivant OQ, donc sur l'axe OQ, donc le poids, ça fait 0. Donc, et les forces de rappel, puisque c'est constant, ça va être quelque chose de proportionnel à l'abscisse. Donc, moins Q, ça fait M Q 2 points. Donc, c'est une équation différentielle de second ordre. Donc, la solution, elle a la forme sinusoïdale suivante, c'est cosinus oméga t plus phi. Donc, pour la vitesse, il suffit de dériver ça. Donc, je dérive l'abscisse. Donc, le Q point, ça va faire avec une fonction sinus. Donc, pour l'impulsion, je multiplie par la masse. Et pour l'énergie cinétique, c'est 1 demi mv au carré, donc je peux écrire 1 demi mq point au carré. Donc pour l'énergie potentielle, il est proportionnel à q carré, donc, puisque l'énergie potentielle, ça vaut les travaux des forces conservatives. Donc si je veux calculer donc, le travail élémentaire des forces, donc je vais avoir le TWI, donc ça va être, c'est le travail de la pression, du poids, donc et les forces de rappel. Donc puisque ça va faire en quelque sorte, c'est la F T de X, ou bien T de Q dans notre cas. Donc F, c'est la somme des forces en quelque sorte. Pour le poids, donc c'est perpendiculaire à l'axe des abscisses, ça va faire 0, il va me rester que les forces de rappel que je note moins Q, X et Q fois T de Q. Donc pour le travail, j'intègre, donc quand j'intègre, donc j'intègre ça, c'est proportionnel à Q carré. Donc pour l'énergie potentielle, donc c'est en Q carré. Donc l'énergie mécanique totale, c'est la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc elle est donnée par cette formule-là, et elle est constante. Donc le système est dit conservatif. Donc soit le système il est isolé, donc il n'y a pas de frottement en quelque sorte. Donc on a négligé le frottement dès le départ. Donc l'énergie mécanique se conserve, ce qu'on appelle un système conservatif. Maintenant, je vais créer, ou bien je vais procéder à la création de l'espace de phase. Donc à chaque point, P
P de coordonnées Q, je vais associer un point M correspondant dans un plan décrit par Q et P. Donc je passe par exemple, donc j'ai un point P, donc bien d'espace ordinaire. Donc il est décrit par la coordonnée Q. Donc je le décris, je fais associer un point M, donc dans ce qu'on appelle l'espace de phase, décrit par Q et P, par la position et l'impulsion. Donc je passe d'un espace d'une dimension à un espace bidimensionnel de. Après, donc une simple représentation paramétrique des coordonnées, donc Q et P, donc ça donne en représentation un cercle. Pardon, une ellipse. Donc une ellipse, ça ressemble en quelque sorte, donc si je veux illustrer ça, donc c'est ça. Je vais passer où, donc, et quand, en quelque sorte, donc je sais que le point P, donc je vais revenir à cette notion d'ellipse. Donc, quand le point P oscille en quelque sorte sur l'axe OQ, donc le point M va décrire en quelque sorte une trajectoire elliptique. Donc, il va suivre donc, cette ellipse. Donc, le point P donc, fait des allées et des viens sur l'axe OQ. Donc, ça revient à dire que le point M fait en quelque sorte des balades elliptiques sur ce qu'on appelle la trajectoire de phase. Donc, cette ellipse, c'est ce qu'on appelle la trajectoire de phase. Donc, par définition, ce plan QP, c'est ce qu'on appelle l'espace de phase du système. Donc, et la trajectoire, donc c'est la trajectoire de phase. Trajectoire de phase. Donc, avant de continuer, donc je vais ajouter ici en quelque sorte une page, donc juste pour vous montrer, donc galerie photo, donc, la représentation paramétrique d'une ellipse, donc c'est ça. Donc juste pour voir l'action de A et B en quelque sorte. Donc, comment l'ellipse se transforme. Donc, puisque le système étudié il est conservatif, donc j'ai une énergie constante, donc il en résulte qu'il suffit de placer le point dans l'espace de phase, le point M dans l'espace de phase, pour qu'il se mette spontanément en mouvement et décrire une trajectoire de phase immuable, donc c'est une trajectoire qui ne change pas, correspondant à l'énergie E0 qui est constante. Donc, c'est la représentation dans l'espace de phase du fait bien connu qu'il suffit de définir pour l'oscillateur harmonique l'élongation et la vitesse au temps t est égal à 0, donc condition initiale, pour que la suite de mouvements soit prévisible à t est égal à l'infini. Un autre exemple donc, que je vais donner donc, pour décrire l'espace de phase, donc c'est en quelque sorte, je reviens là-dessus, donc je passe en quelque sorte d'un espace ordinaire, donc décrit par la position, à un espace décrit par la position et l'impulsion. Donc c'est ça l'espace de phase. Donc l'espace de phase est un ensemble de n particules classiques. Donc, dans le cas général d'un système de n particules conservatif, donc E est égal à constante, donc chaque particule elle est définie par ses coordonnées. Donc 3 qui correspondent à la position et 3 autres associés à l'impulsion. Donc l'état du système au temps sera représenté par un point M dans l'espace de phase de 6 n coordonnées. Donc, qui vont être Q1 jusqu'à Qn3n et
leur impulsion P1, P3n dans un espace de 6n dimensions. Donc, je vais en quelque sorte faire ça. Donc, j'ai pour un point, expliquer ça. Donc, un point, il est représenté par 3 coordonnées. Je note Q1 de position Q1, Q2, Q3. Donc, et d'impulsion P1, P2, P3. Donc, ça va faire en quelque sorte 6 degrés de liberté aux 6 coordonnées. Donc, puis j'ai n particules. Donc, le système, il est composé de n particules. Donc, je vais décrire en quelque sorte le système par un 6 n degrés de liberté. Donc, il y a la dimension de l'espace de phase, ça va être 6 n degrés de liberté. Ça fait n fois n particules. Donc, le système sera décrit par Q1. C'est mieux de noter donc ça Qx, Qy, Qz pour ne pas confondre Px, Py, Pz. Donc, et je vais avoir Q1, Q2, Q3 jusqu'à Q3n. Donc, et P1, P2, P3 jusqu'à P3n. Donc, la dernière fois, pour la trajectoire de phase, donc, on a vu que ça constitue une ellipse. Donc, dans notre cas, on va parler d'une hypercourbe. Donc, l'ellipse, ça correspond à une énergie E est égale à 0. Donc, ici, on parle d'hypercourbe, puisque la dimension de l'espace, elle est très grande, de l'ordre de 6n. Donc, au lieu de parler de courbe, je parle de hypercourbe associée à l'équation E est égale à 0. Donc, une dernière remarque, c'est quand je note Q, c'est une coordonnée généralisée. Donc, ça peut être une coordonnée ordinaire X ou bien angulaire, curviligne, c'est comme vous voulez. C'est une coordonnée généralisée. Donc, l'espace de phase, c'est le passage d'une coordonnée de position, par exemple, donc coordonnée généralisée, donc vers la position impulsion. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, on va voir la notion de région accessible de l'espace de phase. Merci.